Bienvenue à la 4e conférence de l'ARPAL. Merci d'être là, ça fait plaisir. Donc voilà, ce soir on accueille deux jeunes architectes. Donc Nicolas Delon du collectif Encore Heureux qui va commencer, et ensuite Pierre Schneider de 1024 Architecture. Voilà. Donc toujours pareil, on pense que ça touche un peu plus, ça nous touche un peu plus en étant étudiants, d'avoir des discours de jeunes professionnels et de savoir concrètement comment ça se passe après les études. Et donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce qu'ils ont quand même des pratiques architecturales qui diffèrent un peu des pratiques qu'on voit d'habitude. Donc voilà, on va pouvoir en discuter avec eux et voir pourquoi ils ont fait ces choix et comment ils ont monté leur projet. Donc voilà, bonne conférence et puis bonne soirée. Voilà, donc on commence avec le collectif Encore Heureux, créé en 2001 à Paris. Donc c'est un collectif de Nicolas Delon et Julien Chopin, ici Nicolas Delon. Ils ont été diplômés en 2002 à l'école de Paris-la-Villette. Donc, bien précisé, voilà, donc c'est avant la création, ils ont créé leur collectif avant d'être diplômés, c'est intéressant. Donc ce sont ces projets dans l'architecture, la micro-architecture, l'art et le design. Donc entre autres des expositions, des prototypes, des restaurants, des salles de cinéma, des cabanes en carton pour les enfants aussi, j'ai vu, des installations. Donc vous avez reçu de nombreux prix, des publications en France et beaucoup à l'étranger aussi. Je vous laisse la parole. Merci pour la présentation. Bonsoir à tout le monde. Donc rapidement, on s'est dit qu'on allait se donner à peu près 25 minutes, une demi-heure chacun pour faire une présentation et qu'ensuite il y aura un temps de questions. Donc rapidement, l'introduction, on parlait de jeunes architectes. La chance qu'on a dans notre métier, c'est que jusqu'à 50 ans, on est encore jeune architecte. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une des seules professions où on a cette chance-là. Donc nous, on est sortis de l'école il y a une dizaine d'années. Et donc là, l'idée, c'est de venir vous présenter un petit peu les 10 ans, la façon dont on a abordé l'entrée dans le réel, après avoir été dans différentes écoles. On est sorti de la Villette, mais avec Julien, on s'était rencontré à l'école d'architecture de Toulouse. Ensuite, moi, j'étais parti à Montréal, Julien était à la Clermont-Ferrand, puis on avait fini à l'école de Paris-la-Villette. Donc là, j'ai choisi une douzaine de projets pour essayer, par ces projets-là, de vous parler chaque fois d'un de nos points de méthode. Parce que ce qui nous semble très important dans notre métier, c'est de travailler la question de la méthode plus que de travailler la question de la production finale. Parce qu'on se rend compte que chaque question est différente, chaque contexte est différent, chaque commanditaire est différent. Par contre, ce qu'on peut arriver à travailler, à améliorer, à optimiser, c'est vraiment la question de la méthode, savoir comment on fait les choses, avec qui on les fait, de quelle façon on les produit, etc. Donc là, on va balayer par ces 10 projets-là un petit peu quelques points de méthode. Ça, c'est une image qu'on aime bien présenter parce que pour nous, elle raconte pas mal de choses, à la fois l'idée d'un usage et d'une forme qui est liée à un usage. C'est-à-dire que la forme, elle ne vient pas de nulle part. Là, c'est un jeu qui s'appelle Ozani Game. Et en fait, chaque enfant doit dire le nom d'un objet rond, et s'il ne trouve pas de nom, il sort du cercle. Ça, c'est l'équipe qui aujourd'hui constitue ce qui est à la fois un collectif, à la fois une agence, à la fois une association, à la fois une SARL, etc. Donc ça, on pourra peut-être en parler, mais on a différentes stratégies pour arriver à exister dans un contexte qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc des assistants, des architectes, des designers, des stagiaires également. Ça, c'est les dizaines de personnes avec qui nous avons collaboré. On voit Pierre Schneider ici, avec qui on a travaillé sur quelques projets. Rapidement, des petits diagrammes aussi qui expliquent un petit peu ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc ça, c'est un diagramme qui explique la rencontre de 3 choses: ce que nous voulons faire, ce que nous faisons bien et ce pourquoi nous pouvons être payés. Donc du coup, à la rencontre de ces cercles-là, soit il faut apprendre à vendre ce qu'on veut faire et ce qu'on sait faire, soit il faut apprendre à dire non si on n'a pas envie de le faire, soit il faut apprendre à mieux le faire si c'est ce qu'on a envie de faire et qu'en plus on sait le faire. Un autre diagramme aussi, rapidement, sur les 10 ans, on a fait presque 200 projets. Bien sûr, ils n'ont pas tous été réalisés, parce qu'il y a beaucoup de pertes dans nos milieux. Il y a beaucoup de projets qui n'aboutissent pas, mais il y en a quand même pas mal qui aboutissent, heureusement. Et là, c'est un peu la répartition dans les domaines. Pour nous, c'était très important aussi de rester des généralistes. Vous allez voir que quand vous sortirez très vite, vous risquez d'être identifié comme faisant de la maison individuelle, comme faisant du bureau, comme faisant de l'hôpital, de la maison de retraite. Et nous, on pense que l'architecte est vraiment un métier qui se doit de rester généraliste, parce que c'est l'intérêt de pouvoir relier des choses, des situations, etc.,
Donc on est dans un monde qui cherche à spécialiser chaque profession, chaque personne, à la fois pour les contrôler, puis peut-être pour éviter qu'il y ait des liens qui se fassent trop entre les choses et les gens. Et donc du coup, nous, on bataille très très fort pour rester des généralistes. Donc des fois, on ne sait pas très bien si on est architecte, si on fait du design, des installations, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous importe, c'est plutôt les situations de projet. On est déjà à 17 minutes. Ah non. Alors on a combien ? Je vais lancer 5 minutes. Voilà, là c'est plutôt la façon de travailler, donc toujours pareil, une situation spécifique comme vous avez dans vos cours de projet. Et ensuite, nous on travaille sur un double temps, c'est à la fois des intuitions et des références. Les intuitions, c'est ce qui vous constitue, c'est les voyages que vous avez faits, c'est une image que vous avez en tête, que vous n'arrivez pas forcément à expliquer. Et les références, c'est des choses que vous aimez bien, que vous avez vues au cinéma, à la télé, peu importe. Et donc du coup, nous on fait des boucles entre ces deux choses-là pour arriver à produire des premières images. Ensuite, on a cette phase de production où on s'attache à travailler sur des maquettes, sur bien sûr les outils 3D qui sont indispensables, et puis aussi les images. Tout ça pour produire de la représentation et un discours, en sachant que c'est ces deux choses-là qui sont importantes. C'est-à-dire qu'une belle image, si on ne sait pas la raconter, ça ne suffit pas. Et en même temps, des fois, on a aussi besoin de montrer ce qu'on fait. Du coup, on arrive aussi à se... On s'est dit, en fait, c'est quoi notre métier? Et on s'est rendu compte que ça pouvait être la chose de passer de désir à la réalité. C'est-à-dire que c'est un désir d'un commanditaire, d'un client, d'une société, d'une ville, de votre grand-mère, d'un voisin, etc. Et que votre mission, c'est de l'inscrire dans la réalité. Et du coup, pour ça, ça passe par de la recherche. De la recherche qu'on va appliquer dans différents champs. Et donc ça, c'est à partir de ces entrées-là qu'on va balayer quelques-uns de nos projets. Donc ça va être les usages, la forme, la couleur, le nom, les matériaux, l'histoire, etc. Donc rapidement, excusez-moi, il va y avoir donc quatre moments. Donc les premiers pas, ensuite les commandes, les propositions et puis les situations inattendues. Donc les premiers pas, ça c'est les deux projets qui nous ont un peu, qui nous ont décidé déjà à travailler ensemble et puis aussi à monter cette histoire-là. Le premier projet, c'était Herbe Folle sur les bouches d'aération du métro. Donc là, on était en 5e année et on avait envie d'agir dans le réel. On aimait bien être à l'école, devant les ordi, tout ça, mais on voulait aussi faire des choses en vrai dans la ville. Donc là, on a travaillé sur une petite installation qui utilisait le souffle de boucherie du métro et qui venait faire un champ d'herbe artificielle. Donc on l'a fait totalement sans autorisation, comme ça, de manière très sauvage. Et ça a vraiment très très bien marché. Du coup, ensuite, on allait voir la RATP, la ville de Paris. On a failli le faire dans tout Paris, puis c'était en 2003, juste avant la guerre en Irak, et donc il y a eu le plan Vigipirate qui est passé au rouge et on n'a pas pu le faire. Donc voilà, donc ça c'était. Des fois, je parle un petit peu vite, mais c'est pour accélérer. Et du coup, ça c'était un grand moment parce que c'était à la fois le sentiment de pouvoir faire des choses pour de vrai, le sentiment aussi de pouvoir aller voir des gens, c'est-à-dire qu'on est arrivé avec notre petit sac dans les bureaux à la ville de Paris, à la RATP, puis les gars nous ont vu arriver comme des ovnis, et en même temps ça les a intéressés, on avait même le financement, etc. Et puis aussi de voir que c'est dur de faire des projets, et puis là tout d'un coup une décision administrative ne le rendait pas possible. Le deuxième projet fondateur, c'était notre diplôme qu'on a fait avec Julien tous les deux. Je crois qu'aujourd'hui vous n'avez plus trop le droit de faire les diplômes à deux, mais peut-être que c'était quoi vous avez le droit. Bon, vous n'avez plus le droit, mais c'est très dommage parce qu'en fait toute votre vie vous avez travaillé avec d'autres. Donc à l'école, il faut aussi apprendre ça. Et là, on a voulu travailler sur une situation qui sont les cours de marchandises, des chemins de fer, où en fait on travaille sur une densité du réseau ferroviaire et de voir comment on pouvait installer une salle de spectacle sur des cours de marchandises pour des villes ou des villages dans lesquels il n'y avait pas d'équipement culturel. Et donc c'est un chapiteau qui se déplie à partir d'un train, avec le train qui reste un des éléments de la scène, c'est-à-dire qu'on a, voilà, sur le côté on a le train, puis au fond on a la scène, etc. Donc ça a été un projet qu'on a fait de manière très très sérieuse, c'est-à-dire qu'on allait voir plus d'une centaine de personnes, à la fois à la SNCF, les chefs de gare, des artistes, la Mano Negra qui a fait le train en Colombie, etc. Pour vraiment l'inscrire dans le réel. Et du coup, quelques années après, la SNCF nous a commandé un train exposition. Donc ça aussi, c'était assez étonnant de voir qu'à un moment donné, quand on fait les choses avec vraiment, en y croyant et avec vraiment beaucoup de sérieux, à un moment donné, les choses reviennent. Et du coup, on a fait une exposition pour les 70 ans de la SNCF, un train qui s'est baladé dans 24 gares en France. Et puis le troisième temps très important de notre histoire, c'est la rencontre avec Patrick Bouchin, qui est aussi quelque chose qui nous relie avec Pierre, donc un architecte que vous connaissez sûrement, que nous on a commencé à regarder très très jeune déjà dans nos études et qui nous a beaucoup inspiré. Et puis un jour, on partageait d'ailleurs un atelier ensemble, on a essayé d'écrire une lettre en disant qu'on avait envie de faire un livre sur lui, parce que ça n'existait pas et on pensait qu'il avait vraiment des choses à raconter. Et on ne le connaissait pas du tout, et du coup il nous a reçus, donc c'est Patrick. Il nous a reçus, il nous a dit une monographie, peut-être pas pour tout de suite, mais par contre j'ai un livre que j'arrive pas à finir, et du coup
je veux bien que vous m'aidiez à le terminer. Et donc du coup avec Julien, donc, qui est à gauche, Pierre et moi, donc on a travaillé pendant 3 semaines avec lui dans son bureau sur un ouvrage qui est épuisé qui s'appelle Histoire de construire, où il raconte un peu son approche de l'architecture, ses points de méthode. Et en fait il nous avait choisi parce qu'on était juste diplômés et du coup il voulait des novices un peu comme ça, qui aient ce regard hyper frais, hyper neuf sur sa production. Et ça a été une rencontre très importante qui bien sûr a donné après d'autres choses. Pierre, je pense, il reviendra. Donc là, on attaque un peu dans les commandes. Donc c'est la partie où les gens vous appellent pour vous demander quelque chose. Et donc on va en balayer quelques-unes. Notre première commande, c'était en Belgique, pour un centre d'art qui s'appelle Recyclard. En fait, ils nous demandaient une installation pour relier une place très touristique, la Grand Place, avec une place très populaire, la place du Jeu de Balle. Et il y avait un budget de 6 000 € et il fallait travailler sur 700 mètres de long. Donc du coup c'était assez difficile et du coup on leur a proposé de travailler sur une compagnie de transport à dos de dromadaire qui s'appelait Dromadaire. Ils ont été partants et on a fait venir des dromadaires du Larzac avec un paysan qui élevait des dromadaires. Et du coup le thème de leur festival était ville, tourisme et réalité. Et du coup par cette installation-là on voulait questionner la question du tourisme, de savoir si on fait du dromadaire au pied des pyramides, ça veut dire quelque chose, mais si on le fait en plein Bruxelles, qu'est-ce que ça veut dire? Et bon, voilà, je ne vais pas passer dans le détail, mais les gens gagnaient des allées uniques entre le quartier populaire et le quartier touristique. Du coup, une autre chose aussi intéressante, c'est que souvent les gens vous demandent ce que vous avez fait avant. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, nous avez demandé les herbes folles, on leur a dit non, on va vous faire autre chose. Et là, pour Sous les Zèbres, au Festival Sous la Plage, ils nous avaient demandé les dromadaires, et puis on leur a fait autre chose. Là, c'était des pique-niques électroniques sur les pelouses du parc André Citroën. Là, pareil, un tout petit budget, des contraintes importantes, et on a proposé de travailler avec des ballons à l'hélium et de faire un plafond de zèbres qui ondulait avec le vent, donc quelque chose de très léger. On travaille en plus avec une compagnie de théâtre qui faisait des interventions associées, etc. Et puis là, juste un petit mot pour vous dire aussi que quand on fait des choses dans l'espace public, il faut anticiper tout ce qui peut se passer, parce qu'on l'a fait 2 fois, et la première fois, les gens, à la fin de la journée, sont devenus hystériques et ont arraché l'ensemble des zèbres. Et le monde, c'était vraiment du délire, alors qu'ils étaient à 4 mètres de haut, les gens montaient avec des couteaux entre les dents. Et du coup, la deuxième fois, on avait annoncé qu'on les distribuerait, donc on a distribué les 500 ballons dans la ville. Donc voilà pour les petites installations qui étaient le début, vraiment le démarrage de notre travail. Ensuite, la première architecture qui nous a été commandée, qui est une architecture démontable, c'était une carte blanche par Arc en Rêve à Bordeaux, que vous connaissez sûrement, j'espère, qui est un très bon centre d'architecture. En fait, ils avaient demandé à 5 architectes designers de faire un bâtiment pour 20 000 € de 5 mètres par 5 par 5 pour parler d'architecture aux enfants. Et du coup, on a eu beaucoup de mal, c'était une opération qui s'appelait Jardin d'architecture, on a eu beaucoup de mal à trouver une idée, parce que c'était vraiment carte blanche. Et on leur a proposé de partir en voyage. On leur a dit, on prend, avec les honoraires qu'on a, on part en voyage, on part loin et on revient, on est sûr d'avoir une idée. Donc ils ont accepté, on est parti en Chine. Donc on est parti avec Julien tous les deux dans un pays qu'on ne connaissait pas du tout, en se mettant à la recherche de tout ce qui pouvait nous inspirer. Donc du coup on a regardé à la fois le dernier stade d'Herzog et de Meuron, les cages à poules, et puis on s'est arrêté sur cette image-là d'un vendeur de filets, avec l'idée de l'opacité du filet de pêche, et puis la forme des bottes de paille traditionnelles où en fait on empile de la paille autour d'un pieu. Et puis on est revenu donc avec ces images-là et on a construit une petite architecture de bois et de filets avec des hamacs répartis à l'intérieur. Donc l'idée c'était de travailler sur le hamac qui est un objet solitaire et là de le rendre collectif. Donc on avait 12 hamacs autour de la structure. Et donc c'était dans un parc à Bordeaux et les gens pouvaient s'y reposer, faire la fête, etc. C'était pour les enfants mais pas uniquement parce qu'il y avait autant d'adultes que d'enfants. Une autre invitation pour rester en Chine, donc c'est une histoire complètement folle, vous avez peut-être entendu parler, c'est Ordos 100, donc 100 architectes qui sont conviés par Ai Weiwei, donc l'artiste chinois, sous couvert d'Herzog et de Meuron, etc. Et du coup, on se retrouve, nous, à être dans cette liste-là, on reçoit un mail nous disant qu'on nous invite à faire une maison de 1000 m² dans le nord de la Chine. Donc une espèce de chose qui, au début, on pense que c'est un spa, mais en fait, ça se trouve être réel. Et on se retrouve à partir donc à Ordos pour une ville nouvelle. Donc je vais passer rapidement parce que l'histoire est un peu compliquée. Donc dans un terrain vierge où les investisseurs prévoient d'installer une ville. Donc du coup on se pose beaucoup de questions, qu'est-ce que ça veut dire faire des villes nouvelles. En même temps on rentre dans les détails de la Chine où on est obligé de construire des villes nouvelles pour éviter que Shanghai et Pékin deviennent des méga agglomérations. Donc il y a 100 villes de 10 millions d'habitants qui sont en cours de construction pour attirer en fait les gens des campagnes et éviter que tout le monde aille vers la côte. Et du coup, on essaie de trouver du sens à cette invitation-là qui n'a aucun sens au départ. Et donc, on travaille sur une villa de luxe qui est à la fois aussi une villa qui peut être différemment utilisée. Donc, plutôt que faire un bâtiment, on en fait 5.
Et surtout, on travaille avec le matériau traditionnel qui est la brique. Et on fait un mur alvéolaire avec la brique traditionnelle. C'est-à-dire qu'on refait de la brique monomure, mais de manière low-tech. Et du coup, on se retrouve à ramener les briques de là-bas, les faire analyser pour connaître leur capacité thermique. Et puis, avec des maquettes en bois, à trouver les meilleurs assemblages. Et donc, on fait une architecture très très massive, avec des murs qui font 1,80 m en pied, et puis qui ensuite font 70 cm en haut. Donc voilà, toute une histoire complètement folle, avec une architecture qu'on appelle rétro-futuriste. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si elle est ancienne ou si elle est de l'avenir. On ne sait pas si c'est aujourd'hui, hier ou demain. Et voilà ce travail qu'on fait avec G-Studio, qui sont des architectes de Strasbourg avec qui on collabore. Et donc là, on se retrouve dans ce zoo d'architecture avec 100 projets complètement sans queue ni tête. Heureusement, il y a des grandes chances que ça ne se fasse jamais. Et du coup, c'est pas mal. Voilà. Mais du coup, on est allé très très loin. On a travaillé avec des ingénieurs chinois, on a les plans d'exécution qui nous permettraient de la construire, etc. Donc c'était aussi assez intéressant. Une autre commande qui, là, du coup, a existé, on va dire, c'était une association culturelle qui travaillait sur des bateaux culturels. Donc peut-être vous connaissez la gang des pirates et le bateau phare à Paris. Et du coup, ils nous demandent de travailler sur un troisième bateau qui serait Petit Bain. Et puis, ils nous amènent voir un bateau à Dunkerque, un ancien bateau. Et puis là, on se rend compte que ce triangle-là, qui est vraiment un triangle très important dans tous les projets, c'est l'adéquation entre le projet, le délai et le budget. C'est-à-dire que dans toutes les questions que vous allez rencontrer, il faudra toujours vous demander est-ce que j'arrive à mettre en cohérence ces trois points-là. Et du coup, là, par rapport à leur demande, on leur dit que le projet qu'ils veulent n'est pas jouable parce qu'ils n'ont pas assez d'argent et que c'est impossible de réhabiliter un vieux bateau parce qu'il faut le désinventer, parce que tout le monde a raison. Du coup, on leur propose de faire un nouveau bâtiment. Donc ça aussi, c'est pour dire que souvent la question qui vous est posée n'est pas forcément la bonne. Que du coup, il y a un travail de reprogrammation, de dire, ben voilà, vous me demandez ça, mais en fait, si je pars bien avec vous, je ne suis pas sûr que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Et ça, vous serez toujours responsable, entre guillemets, de la commande finale qui vous sera passée. Et du coup, là, nous, on arrive à les convaincre, après vraiment 6 mois d'études et de travail et d'acharnement, à construire un bâtiment nouveau qui intègre les règles d'accessibilité, les règles acoustiques, etc. Et du coup, on se retrouve à construire à part de toutes pièces un bâtiment dans un chantier naval à côté de Paris, qui a été inauguré en juillet dernier, voilà, qui est au pied de la BNF. Alors, donc ça, on va dire que c'est le premier bâtiment. Donc vous voyez, on a commencé en 2001, le premier bâtiment a duré en 2011, donc 9 ans pour faire des bâtiments. Voilà. Un autre projet en cours qui est le musée pour la ville de Suresnes. Donc là, c'est le premier concours de marché public qu'on a gagné. Donc marché public, peut-être vous ne savez pas encore trop comment ça se passe, vous allez voir que c'est très très compliqué, qu'il faut faire des gros dossiers, qu'il y a 100 architectes qui envoient les gros dossiers, qu'ils choisissent 3 ou 5 équipes, donc le plus dur c'est d'être choisi, et qu'ensuite vous avez 10 000 ou 20 000 euros pour faire un concours, et puis ils vont prendre le projet qu'ils préfèrent. Donc là, on était dans ce cadre-là, et du coup, on a gagné ce projet. Donc c'était transformer une ancienne gare en musée de la ville. Et donc le projet était de travailler sur un socle. En fait, on voulait garder la gare existante avec la partie en pierre, et vu qu'on devait faire une extension, refaire un nouveau socle pour la gare. Donc là, pour vous montrer aussi que ça passe par énormément de travail formel, de recherche, de justesse, etc. On a fait vraiment beaucoup de maquettes pour arrêter à un moment donné un dessin qui nous semblait juste par rapport à l'environnement et par rapport à l'usage. Donc là, c'est le chantier en cours, le projet va être livré à la fin de l'année. C'est un peu compliqué avec une entreprise générale, ça on en parlera peut-être plus tard. Un autre projet, c'est un cinéma, une commande d'un cinéma dans le sud-ouest, à Auch, dans le Gers, un cinéma associatif. On est bon, je vais pas trop vite, ça va 13 minutes, c'est bon. Et donc là, la demande était de dire, voilà, faire un cinéma pour une association, et on a regardé ce qu'étaient les cinémas aujourd'hui, les cinémas nouveaux, et aujourd'hui c'est ça en fait, on fait une boîte, et au lieu de l'appeler Ikea, on l'appelle cinéma. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sans avoir énormément de moyens, et comment on peut trouver une histoire aussi pour dire que le cinéma, ben, c'est pas un Décathlon et c'est pas un Ikea. Et du coup, on a regardé des choses qui nous ont inspirés dans les années 20, 30, ces théâtres et ces cinémas qui travaillaient en fronton, donc à la fois en France, en Europe, à l'étranger. Et puis on a eu envie de réinterpréter cette chose-là, avec aussi le séchoir à tabac, qui est peut-être des choses que vous avez aussi un peu ici, une architecture un peu du sud-ouest, d'architecture de bois qui permet de faire sécher le tabac. Et du coup, on a proposé de travailler sur, en fait, plutôt que de faire un multiplex, une grosse boîte, de faire 5 boîtes pour les 5 salles du cinéma par rapport à la forme de la parcelle également. Et du coup, on se retrouve à avoir 5 frontons identifiés comme étant les 5 salles du cinéma, et puis sur la droite, le hall avec le café et le restaurant. Donc ça, c'est l'image de synthèse, et puis ça, c'est la réalité. Donc ce qui est assez hallucinant, c'est de voir aussi qu'on arrive à se rapprocher très très finement de ce qui va être construit. Ça, c'est vraiment toujours étonnant, parce qu'on arrive des fois
à vraiment être très très proche. Voilà, et ça va être inauguré très très bientôt. Là aussi des maquettes de grande échelle pour caler pas mal de choses. Donc ça c'est devant l'agence. Et voilà. Et donc on arrive à la troisième partie qui est les propositions. Ça aussi c'est très important, c'est de dire que en fait l'architecte, les concepteurs, designers, etc., il a aussi une responsabilité dans sa participation en fait à ce qui n'existe pas, ce qu'on lui demandera jamais, mais qu'il doit promouvoir et qu'il doit apporter. Et ça c'est quelque chose aussi sur lequel on a travaillé depuis le début, de se dire on n'a pas uniquement envie d'attendre qu'on nous commande des choses, mais on a aussi envie d'analyser ce qui nous entoure, de voir des situations, de voir des contextes et d'aller voir des gens pour proposer des choses. Et je pense que c'est ça aussi qui est à travailler, et je pense que la responsabilité qu'on a et que vous aurez très bientôt là-dessus doit être importante, parce qu'on ne peut pas uniquement attendre qu'on vous demande telle ou telle chose, vous avez aussi une part de choses et d'imagination à promouvoir pour tout un tas d'échelles, de projets, que ce soit des petites choses, des grandes choses, etc. Donc, un exemple de petite chose, c'est un travail de cinétique sur les pistes cyclables. Donc c'était en 2006 à Paris. Il y a eu, quand Delanoë est devenu maire, il y a eu un grand, avec les écologistes aussi au transport, il y a eu un grand mouvement de pistes cyclables, etc. Donc c'était une ville qui n'était pas du tout habituée à accueillir le vélo. Et du coup, il y a eu pas mal de problèmes, parce que par exemple, ils ont mis des pistes cyclables sur les trottoirs, donc il y avait pas mal de conflits. Du coup, on est allé dans une réunion publique, et puis c'était les piétons contre les cyclistes, etc. Et du coup, on s'est dit, mais c'est normal, parce qu'en fait, il y a des pictogrammes tous les 50 mètres, mais entre ces deux pictogrammes, on ne sait pas qu'on est sur un piste cyclable. Du coup, on a travaillé sur un marquage continu, avec deux amis designers, on a mis au point une petite machine qui allait ancrer les pistes, et du coup, avec de la peinture acrylique, en fait, on venait tracer, et ça a permis d'accompagner le changement d'usage d'un lieu, un trottoir. Donc du coup c'était des traces de vélo qu'on a un peu redessinées, mais pour dire ben voilà, il y a un vélo qui est passé, donc il y en a un autre qui va repasser. Et donc ça, on a eu un financement pour faire sur 600 mètres, boulevard Magenta dans le 10e à Paris, par la ville, etc., alors que personne ne nous l'avait demandé. Une autre proposition, ça a été une invitation c'est une double proposition d'invitation. C'était donc pour la Biennale d'architecture. Donc le pavillon français, Patrick Bouchin, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait commandé à Exist de rendre habitable le pavillon français. Donc Pierre, je pense, en parlera, donc je vais passer très rapidement. Et du coup, une fois que le pavillon était habitable, ensuite il a invité différentes personnes, architectes, amis, partenaires, à venir l'habiter. Et du coup, il nous a proposé de l'habiter pendant une dizaine de jours. Et là, nous, on est venu avec 12 personnes qui ne se connaissaient pas entre elles pour travailler la question d'avoir des idées, de se dire que c'est bien de travailler sur des projets, mais on peut aussi travailler sur la méthode qui nous font concevoir des projets. Et du coup, ça, c'est un travail très très intéressant qu'on continue de développer. On a fait un livre en même temps qui racontait tout ça. L'idée, c'est de travailler sur de l'association d'idées, des jeux créatifs, du poker design. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est se dire comment on peut arriver à faire la conception collective, pour arriver à sortir des choses que l'on ne sortirait jamais chacun dans son coin, 2 pour prendre du plaisir à le faire, et 3 du coup en faisant des jeux et en inventant nos propres jeux pour débloquer des situations créatives. Donc là c'est des exemples de projets qui ont été dessinés pendant ces 10 jours-là. Donc là par exemple c'était un garde-corps qui devenait porte-cintre, là c'était un airbag qui permettait de ne pas avoir à mettre de garde-corps, donc on l'appelait le fantasme de l'architecte, parce que les architectes n'aiment jamais mettre de garde-corps. Là c'était des choses complètement absurdes, de dire qu'on retourne les toitures, ça devient une piscine. Et puis là c'est des sorties de secours, dire plutôt que sortir par le bas, on sort par le haut, avec des montgolfières. Donc ce qui nous intéressait, c'était vraiment le questionnement de l'idée et le travail de cet exercice. De dire l'idée, c'est pas je me cogne la tête et que j'ai une bonne idée, mais dire que c'est aussi un travail comme le pianiste qui fait ses gammes. Un autre projet prospectif, toujours avec GStudio, la question de l'habitat d'urgence, donc il y a aussi une question à la fois très très complexe, qui intéresse pas mal de monde, mais avec aussi des grandes disparités de réponses. Et du coup là on a été invité par un musée en Chine suite au tremblement de terre qu'il y a eu dans le Sichuan, et à travailler cette question de l'habitat minimal et de l'habitat d'urgence. Du coup on a fait une étude un petit peu, à ce moment-là on travaillait avec les enfants de Don Quichotte notamment, et on a fait une étude, on s'est rendu compte qu'en fait, la question, ce qui définissait une personne sans abri qui avait perdu sa maison pas à cause d'un tremblement de terre, à cause d'une guerre, à cause d'une perte de travail, etc., c'était qu'à un moment donné, elle n'avait pas d'endroit où se reposer, pas d'endroit où dormir en sécurité. Du coup, on a voulu travailler sur l'habitat minimum qui permettrait de dormir au chaud, à l'abri, sans risquer de se faire détrousser, etc., et qu'on puisse à la fois déplacer à la main. Du coup, on a travaillé ce petit objet qu'on appelait Room Room, qui en fait permet à la fois de se déplacer, de trimballer un peu de matériel, et puis aussi
dans une position, dans une première position d'avoir juste une couchette, puis dans une position où on se retourne d'avoir plus le début d'une première pièce. Donc là c'est des simulations, c'est aussi dire que ça peut être une pièce pour l'habitat en reconstruction, et surtout ce qui a été très important c'est qu'on a fait plusieurs prototypes. Et donc ça aussi c'est quelque chose sur lequel on vous encourage très très fortement, c'est de sortir de SketchUp tous les matins ou tous les après-midi ou le plus souvent possible, et aussi de faire pour de vrai, d'expérimenter surtout sur des petites échelles où assez rapidement on peut vraiment travailler des choses. Donc là c'était le premier prototype à Paris. Ensuite on est allé en Chine et là on a fait d'autres prototypes dans une zone 5 de Pékin complètement incroyable. Et ça c'était l'exposition où on a mis en scène un peu ces 3 temps de l'objet. Et puis ensuite on a fait encore un autre prototype avec des panneaux alvéolaires venant d'Allemagne, beaucoup plus performants avec un châssis alu, etc. Qu'on a présenté à Barcelone, à Strasbourg et dans différents endroits. Et donc il est encore en cours d'optimisation. Et voilà, dire qu'il y a des projets comme ça qui sont au long cours, mais qui sont très très importants pour continuer de réfléchir, de penser sur des nouvelles façons de faire, de penser, d'habiter, de se déplacer, etc. C'est un peu des banalités, mais voilà. Et aussi là dire qu'on attache beaucoup d'importance au nom des projets. C'est-à-dire qu'on pense qu'un projet, à un moment donné, par tout un tas de raisons, il émerge, il crée une identité, il se crée sa propre identité. Et du coup, la question du nom, c'est souvent des moments très, très marrants, en plus, de trouver le bon nom qui tout d'un coup va sonner juste et va raconter aussi le projet. Donc là, voilà, c'était la liste de recherche. Pour terminer, je pense qu'on est bon. Voilà, on est bien. Pour terminer, les situations inattendues, ça aussi c'est la curiosité. Nous on croit très fort en l'importance de regarder à la fois ce qu'on a tout près de chez nous et puis ce qu'on a aussi très loin de chez nous. Et on se nourrit énormément de cette curiosité-là. Le jour où on sera plus curieux, je pense qu'on fera autre chose comme métier, parce que curieux de situation, curieux de ce qu'on ne comprend pas, curieux de matériaux, curieux d'usage, curieux de technologie, etc. Et du coup, on accorde beaucoup d'importance au fait de se déplacer, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc là, on voulait partager des choses qui nous ont inspirés, parce qu'on pense que c'est aussi important de les partager. Là, c'était donc lors du voyage en Chine, tout d'un coup, on est tombé sur une personne qui faisait un geste assez particulier, on ne comprenait pas bien. Et en fait, il était en train d'effeuiller des bambous. Avec l'écorce, il faisait un feu. Avec le feu, il donnait une forme. Et avec la forme, il faisait des bateaux. Et donc là, on est vraiment dans une espèce d'intelligence maximale, d'optimisation des ressources. Donc on prend un matériau, le bambou, qui pousse très très vite, donc qui est en grande disponibilité. On utilise son écorce pour faire le feu, on sert du feu pour lui donner la forme, et on se sert de la forme pour le faire flotter. Et une fois que le bateau, au bout de 3-4 ans, est mort, on le brûle et on recommence. Donc ça, pour nous, c'est vraiment des exemples ultimes. Nous, on aimerait faire de l'architecture comme ça, c'est avoir cette espèce d'économie de moyens, de lucidité. En plus, il y a même une esthétique qui nous inspire. Donc voilà, donc ça, c'est très très émouvant, on va dire. Et puis une autre chose, en fait on a eu la chance pour diverses raisons d'aller travailler en Mongolie, et puis on a été prof à l'école spéciale d'architecture à Paris, et on est retourné en Mongolie avec des étudiants pour travailler la question de Ulaanbaatar, qui est la capitale mongole, qui est presque la dernière ville capitale mondiale, en tout cas d'un peuple qui était nomade et qui devient sédentaire. Et du coup, on a été complètement scotché par la situation de cette ville-là qui se développe, où pendant l'hiver, il y a des périodes où 8000 familles deviennent nomades, passent de nomades à citadins en une journée. C'est-à-dire qu'avec leur habitat traditionnel, la yourte, en fait, ils arrivent dans leur campagne le matin et le soir, ils deviennent urbains. Donc c'est une espèce de raccourci, d'accélération complètement folle de tout ce qu'on peut imaginer en termes d'évolution et d'exode rural. Sauf que bien sûr, derrière, il y a des problèmes énormes de salubrité, d'accès à l'eau, sanitaire, etc., d'éducation. Et du coup, on a voulu travailler ces questions-là. Et donc, on est parti faire une étude avec des étudiants pour essayer de comprendre, à la fois des étudiants français et puis des étudiants mongols. Donc, c'était très, très innovant comme approche, parce qu'en en fait, l'école d'architecture d'Ulaanbaatar est un peu perdue. En fait, ils disent, nous, on ne comprend pas la ville, on ne sait pas quoi faire, on a besoin d'aide. Et donc, nous, on leur a dit, ok, on veut bien venir, mais par contre, on ne va pas venir vous dire comment il faut faire. On va venir voir avec vous ce que vous avez, et on va venir inventer avec vous la façon mongole de faire de la ville. Parce que c'est sûr que si vous faites de la ville comme le font les Coréens, les Chinois, etc., ça va être un désastre. Et donc ça a été très intense. On allait dans un village à 300 km d'Ulaanbaatar, où là on a fait tout un relevé de l'ensemble du village au 500e. Ensuite on a représenté pour les habitants